Le vin bio a le vent en poupe. Andrasseni, le vignoble fait partie intégrante du paysage. Le climat sec et ensoleillé est particulièrement favorable à la culture du raisin et le protège de bien des maladies. La viticulture biologique jouit ainsi d'un terroir privilégié. Nous avons constaté le phénomène de propagation de cette culture très respectueuse du terroir il y a déjà une bonne vingtaine d'années. Ça s'est largement développé depuis. Aujourd'hui, on constate qu'elle a progressé de plus de 20%. Est-ce un phénomène de mode ou bien un changement durable de comportement tourné vers l'avenir ? Les produits bio, c'est plus un truc à la mode, c'est devenu un truc classique et les gens sont de plus en plus sensibilisés à ce qu'ils mangent et à ce qu'ils boivent et donc c'est de plus en plus important dans leur esprit d'avoir des produits sains et de bonne qualité. La viticulture biologique fait appel à des méthodes de travail très exigeantes afin de maintenir la vie de l'écosystème et de conserver les terrains en bonne santé. Sur un sol en bio, vous aurez 50% de plus de vie microbienne, donc d'activité dans les sols, entre les vers de terre et tout ce qui est bactéries, qui permet donc la dégradation des éléments dans le sol afin que ces éléments soient restitués à la vigne. Des labours répétés en hiver permettent d'aérer la terre et obligent la vigne à chercher en profondeur toute la force et l'expression du terroir. Une fois arrivé à l'été, vous avez poussé votre vigne à aller en profondeur, à s'installer en profondeur, et quand la première couche sèche, l'été, vous n'avez pas de racines sur cette partie-là, donc pas de contre-coup pour la vigne, pas de stress hydrique. Aucun engrais chimique, ni pesticides, insecticides ou herbicides ne sont répandus car dangereux pour les sols, l'utilisateur et le consommateur. Seul le cuivre à dose très réduite est utilisé pour protéger la vigne des maladies. On est en agriculture biologique depuis toujours, puisqu'on n'a pas changé en fait notre façon de travailler, on n'a jamais utilisé de produits de synthèse pour désherber, pour tuer les insectes ou pour protéger des maladies de la vigne. Donc on est en bio, on est labellisé depuis 20 ans, mais en fait on n'a pas eu de reconversion, on a toujours travaillé de cette façon-là. La tendance à consommer plus naturel a poussé certains viticulteurs à établir différentes chartes bio. Ces labels imposent un cahier de charges très strict et contraignant, mais sont les seuls à garantir le bon respect des méthodes de travail et certifient qu'aucun résidu chimique ne se retrouve dans le vin. Il y a pas mal de contraintes, c'est-à-dire qu'on est contrôlé à l'improviste au moins une fois par an, par le biais de prise d'échantillons dans les vignes, de prise d'échantillons de sol également. On a aussi des échantillons de bouteilles de vin qui sont analysés pour voir s'il n'y a évidemment pas de résidus de pesticides dedans. Afin d'obtenir un vin de qualité, l'expérience du viticulteur et l'expertise du vigneron sont primordiales. La seule mention bio n'est pas suffisante. Je pense que c'est du bon sens le bio, pas plus que ça. Et il faut savoir ce qu'on veut et savoir pourquoi on le fait. Et on n'est plus sur ce côté industriel. Pour tous, l'objectif est de pérenniser un savoir-faire ancestral, de rechercher au maximum la qualité et de tirer le meilleur du terroir tout en respectant l'environnement. Avant même la méthode, il faut être passionné du vin, de la vigne, du travail de la terre. Un grand vin se fait 60% sur la terre, donc sur la culture, et 40% à la cave. Le vigneron doit faire ressentir au consommateur ses savoirs, sa passion et lui procurer un plaisir simple au travers de son vin. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci au lycée du Val d'Argent d'accueillir l'événement Filmer local, pensée globale. Merci à l'association Mode de l'avoir organisé, conçu et de le réaliser en ce moment. Merci également au conseil régional PACA qui soutient, qui est le premier partenaire de l'agenda 21 du lycée du Val d'Argent. Alors, je vous propose un débat, une table ronde sur la production agricole durable. Alors, notamment avec la viticulture bio Andrasseni. Alors nous commencerons par un tour de table et donc les exposés de nos trois intervenants que je vais vous présenter juste après. Et ensuite, il y aura des questions donc réservées au public de la salle et également des questions des internautes, de nos cyberspectateurs. Alors je commence les présentations. Donc nous avons à partir du fond M. Ramella, qui est exploitant agricole du domaine Éhouves et adjoint à l'économie locale à la mairie de La Motte. Ensuite, au milieu, M. Cusset, qui est un maraîcher, cultivateur maraîcher bio à Moissac.
Et enfin, Monsieur Benamou, donc, qui est le dirigeant d'Hyper-Rue, donc le magasin Hyper-Rue aux Arcs-sur-Argent. Alors, messieurs, la production agricole durable, c'est vrai, a le vent en poupe. D'après le reportage, on a l'impression que des gens s'y sont mis depuis longtemps. Alors, Monsieur Ramella, donc vous avez fait le choix d'une agriculture biologique. Quel est le bilan en termes de production, de qualité et de commercialisation? Disons que moi, mon expérience remonte à peu près à 10 ans, parce que le domaine a été créé en 99. Donc sur ces 10 années, on va dire qu'au niveau production, je pense que je me situe au-dessus de l'agriculture chimique, au niveau viticole. Donc j'affiche des rendements qui sont meilleurs, mais je pense que c'est aussi dû à la région, sachant qu'on est victime de beaucoup de sécheresse. Et en agriculture bio, on continue à cultiver nos sols, donc on évite l'évaporation et on garde des sols très frais. De plus, les engrais organiques sont mieux que des engrais chimiques et donc gardent une fraîcheur dans les sols. Donc à ce niveau-là, pas de problème. Au niveau commercialisation, c'est vrai qu'on a le vent en poupe puisque les gens en demandent et actuellement en France, on n'arrive pas à produire ce que la population voudrait en quantité de produits bio. Donc on n'a pas trop de problèmes à ce niveau-là. C'est sûr qu'il y a un surcoût au niveau du produit puisque nous, on emploie du monde et on fait travailler des gens et donc ça coûte plus cher que d'acheter les produits. Donc à ce niveau-là, c'est sûr qu'actuellement, il y a un surcoût. Mais bon, non, on est content de cultiver comme ça et au moins on sait ce qu'on mange ou on boit, on va dire. Mais finalement, ce surcoût n'entame pas les ventes et la survie de votre exploitation. Disons que, oui, on va dire un surcoût, mais si on compare sur l'ensemble des domaines, je vais me situer dans une moyenne. Je ne suis pas plus cher que certains domaines, je suis dans une moyenne et après, bon, j'affiche un produit, je pense, de qualité, reste à déguster. Mais la différence, c'est que je vais pouvoir vous justifier le prix du produit de A à Z et pourquoi j'affiche ce prix-là. Et donc, je ne vends pas que du rêve. Oui, donc les acheteurs aussi savent ce qu'ils achètent de la conception à la vente par rapport à votre produit. Oui, totalement. Très bien, merci. Alors, Monsieur Cusset, vous êtes maraîcher bio à Moissac. Depuis quand et pour quelles raisons avez-vous choisi l'agriculture biologique? Bonjour à tout le monde. Depuis quand nous sommes installés depuis 1990. Nous avons sur la commune de Moissac, qui est située près de la commune d'Ops, dans le nord du département. Bon, nous ne sommes pas exactement en Dracénie, ça déborde un petit peu, mais voilà, donc nous avons visité les terres, enfin trouvé les terres dans les années 85 à peu près, et on s'est installé, on a obtenu la DGA dans les années 90. Je dis nous parce que c'est une installation qu'on a fait moi et ma femme, quoi. On s'est installé à deux, quoi. Et on n'est pas suffisamment de deux pour travailler parce que tout seul c'est un métier quand même difficile, voire inenvisageable. Voilà pour l'installation. Voilà, donc ça fait une vingtaine d'années qu'on fait du légume essentiellement, quoi. On essaye d'avoir une diversification la plus complète possible de tous légumes, toutes saisons. Alors pour cela, donc, nous avons donc des serres-tunnels, parce que quand même, on cultive en tunnel, on a une serre, on a à peu près 2000 m² de tunnel. Parce qu'en plein champ, disons qu'on est quand même dans une zone montagne, c'est considéré comme montagne, à presque 500 mètres d'altitude. Donc si on n'avait pas de serre, on aurait quand même une production assez restreinte. Donc ça nous permet d'étaler un peu, soit le démarrage du printemps, soit l'automne, fait l'hiver, donc d'avoir des légumes toute l'année. Donc nous fournissons essentiellement notre production en AMAP, qu'on fournit quasiment à l'année, avec une interruption d'un mois, quoi, le mois de janvier, quoi. Alors les AMAP, est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est, s'il vous plaît? Ouais, pardon. L'AMAP, c'est un sigle qui veut dire Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Le terme résume à peu près bien, disons, dit un peu tout, quoi. C'est-à-dire que on va dire que c'est un mode de commercialisation entre guillemets, parce que c'est un peu plus qu'une mode de commercialisation, qui permet le soutien de petites exploitations, parce que nous on peut se considérer comme une petite, on est des artisans, hein, de la paysannerie, quoi. Donc
Et puis surtout, ça peut aider aussi à s'installer, parce qu'aujourd'hui, les problèmes d'installation sont très, très difficiles. Donc si on a la vente assurée, quoi, c'est un gain pour l'exploitation, pour la survie de l'exploitation. Il faut rappeler au public en fait que quand on adhère à une AMAP, on s'engage sur une saison entière pour avoir une fourniture chez vous de tel panier avec telle garniture de ce qui a poussé sur vos terres en fonction des saisons. Ouais, tout à fait. C'est ça ? Tout à fait, ouais, c'est ça. Ouais, le vrai principe de l'AMAP, c'est un partage de la production, c'est-à-dire que c'est un groupe de consommateurs. Bon, enfin, nous, dans notre jargon, on dit consomme-acteurs, parce que bon, mais c'est un groupe de gens qui décident de dire, ben voilà, mes légumes, je les prends là, et puis c'est un partage de la production. Bon, et nous, on avait déjà un autre circuit de vente qu'on a quand même quasiment gardé. Donc voilà, donc les AMAP représentent à peu près 50% de l'écoulement de nos produits, peut-être aujourd'hui un peu plus, quoi. Et nous avons gardé un peu de vente à la ferme, et nous avons aussi une vente en magasin spécialisé, enfin dans le réseau Biocoop, puisqu'on est en bio. Donc voilà, on écoute nos produits par ça. Et c'est vrai qu'on doit dire qu'aujourd'hui, enfin, grâce aux AMAP, on n'a vraiment plus aucun souci de commercialisation, quoi. C'est-à-dire que ça nous est sorti de la tête, aussi incroyable que ça puisse paraître, quoi. Notre énergie, elle passe à l'amélioration de la production, à la régularité, etc., etc., quoi. Donc, voilà. Donc les mentalités finalement ont évolué et vont dans le sens de la consommation. Oui, on peut. C'est-à-dire que nous, quand on évolue dans ce milieu, enfin, on peut dire ça. Maintenant, c'est vrai qu'on représente. Représente pas grand-chose, enfin, au sein de toute une population. C'est vrai que oui, les choses évoluent. Enfin, nous autour de nous, c'est vrai qu'on voit les choses évoluer, quoi. Les gens ont envie de participer un peu, de savoir. C'est un peu revenir au local, quoi. Hein. Revenir au local, c'est bien ça le but du jeu, quoi. D'accord, je vous remercie. Alors, je vais demander à Monsieur Benhamou, alors dirigeant de Hyper U aux Arcs-sur-Argent, donc vous êtes un représentant de la grande distribution. Donc il y a les producteurs locaux, vous distribuez. Alors déjà, je voudrais savoir d'un point de vue de l'évolution de l'offre des produits bio, comment ça se fait dans la grande distribution? Est-ce qu'on va vers un plus ou est-ce que plutôt vous sentez un moins ou une stagnation? Donnez-nous l'évolution, s'il vous plaît. Je vais répondre à votre question, mais je voudrais d'abord vous remercier de votre invitation et puis remercier particulièrement l'association Mode. Voyez-vous, c'est intéressant, on a affaire à des jeunes lycéens. Ce qui est intéressant, ce sont les trois acteurs que vous avez en face de vous. On pourrait imaginer qu'entre nous trois, il n'y a pas grand-chose de commun. Or, en fait, nous sommes très liés par deux éléments. D'une part, nous sommes des hommes de terroir, pur produit varois, ça a du sens pour nous. Pratiquement pur produit varois pour vous, mais ça a du sens. Et ce que nous entreprenons, nous le faisons sur notre terroir parce que nous sommes des passionnés, animés par nos convictions de promotion de nos produits. Et c'est exactement cela, ce que nous faisons, nous, dans notre magasin à Hyper U les Arcs. Lorsque nous mettons en scène les produits que nous commercialisons, avant tout, on pense au consomme-acteur. Et nous interprétons avec le consomme-acteur une pièce de théâtre régulièrement dans chacun de nos rayons. En la matière, concernant les produits bio, et plus particulièrement les produits agricoles bio, bon, effectivement, nous assistons depuis maintenant une petite dizaine d'années à une accélération, et puis sur les 3 ou 5 dernières années, à une explosion de la consommation. Il y a beaucoup de difficultés pour les approvisionnements, effectivement, donc il y a une réflexion qui est menée. Concernant l'enseigne que je représente, alors on va sortir du cadre de la grande distribution, on va parler de ce que j'appelle moi le grand commerce, parce que nous faisons un métier de proximité. Cette proximité crée du lien avec nos clients. Nous veillons toujours à un juste équilibre. D'une part, la définition du cahier des charges du produit, et d'autre part, la liaison qu'il y a entre le producteur et le consommateur. Est-ce qu'aujourd'hui, alors que les produits bio, puisque vous savez que dans chacune de nos chaînes, aujourd'hui, chacune de nos chaînes ont développé des produits à marque de distribution, alors que les produits bio sont les produits qui ont le plus pénétré le marché, sans entrer dans le détail technique, puisque ça représente aujourd'hui dans certaines catégories de produits plus de 25% de la consommation.
plus de 25% de la consommation. Un produit sur 4 sur certains produits alimentaires est consommé aujourd'hui à la marque U-Bio. Alors que ces produits prennent de plus en plus d'essor, la question que nous nous posons, nous, chez Système U, est-ce qu'il faut continuer à développer ce type de produit qui exige qu'on trouve ce que nous appelons du sourcing, des opportunités d'approvisionnement de plus en plus distantes, ou est-ce qu'il faut revenir à une approche de proximité visant à contrôler en amont le cahier des charges de production pour veiller à ce que le produit n'accomplisse pas des milliers de kilomètres avant d'être dans l'assiette du consommateur? Donc ça, c'est une vraie question aujourd'hui qui nous est posée, et c'est notre responsabilité que d'y répondre. Alors sur les produits alimentaires, il me semble que maintenant le bilan carbone est indiqué. Donc par rapport à ça, est-ce que vous faites attention et est-ce que vous valorisez vraiment les productions locales de nos deux invités, par exemple? Alors concernant, je remets la casquette Hyper U Les Arcs, concernant Hyper U Les Arcs et l'entreprise que je dirige, et ça c'est important, il faut savoir que nous sommes très attachés à travailler avec des producteurs locaux. Nous sommes en partenariat avec AgriBiovar, mais c'est complexe parce que les volumes ne sont pas suffisants. Tout à l'heure, M. Cusset disait, j'ai pas suffisamment de volume et j'ai trouvé une bonne destination avec les produits, la distribution via les AMAP. Nous, on a besoin de volume et on n'arrive pas toujours à trouver les justes réponses. Ceci étant, en matière de viticulture, on a la chance d'avoir un terroir qui est très riche. Et aujourd'hui, vous allez trouver dans nos linéaires tous les produits bio produits par les producteurs locaux, parce que nous y sommes particulièrement attachés. On a un assortiment de Côte de Provence et de vins de Pays du Var qui, je crois, en toute modestie, est le plus important au regard du linéaire que nous offrons en vin. Et ça, c'est pour nous très important de pouvoir entretenir des relations privilégiées avec des producteurs locaux. Je pense à Salerne, avec la conserverie provençale, et je pourrais citer d'autres exemples comme ça. Nous faisons toujours en sorte d'avoir un partenariat de proximité avec les producteurs locaux, voire régionaux. Et à ce titre, nous avons créé un label U-Provence, c'est-à-dire que là où les PME, plutôt que les industriels, les PME artisanales locales seront présentes, nous soulignerons leur présence par un label U-Provence, de manière à marquer et attirer l'attention du consommateur. Très bien, merci. Alors, Monsieur Ramella, est-ce que vous, par exemple, vous vendez tout dans votre domaine ou est-ce que vous faites appel à la grande distribution pour une partie de votre production? Donc, nous, étant donné que le domaine a 10 ans, on a choisi notre mode de production et notre mode de commercialisation. Donc, moi, ça se résume avec une entreprise qui ne comporte que 2 salariés actuellement. On travaille en famille, donc c'est-à-dire mon père, ma mère, donc les 2 salariés, et moi. On ne veut pas grossir la production. Pourquoi? Parce que quand on fait du bio, on doit être attentif à ce qu'on fait, on doit être attentif au temps et on doit être vigilant. On n'est pas tranquille comme un paysan qui utilise des produits chimiques, c'est-à-dire qu'actuellement, un viticulteur qui utilise ses produits chimiques, il peut très bien balancer ses produits chimiques, le produit pénètre dans la sève de la vigne et protège sa vigne pendant 15 jours. Et pendant 15 jours, il peut très bien aller à la pêche, il peut très bien partir en vacances, il est tranquille. Non, nous on reste en contact quand même avec ce qu'on fait, on reste en contact avec le végétal. On travaille avec des êtres vivants, puisque je possède aussi 300 ruches, donc je suis apiculteur aussi. Et je vois bien les problèmes liés à ces produits chimiques par les abeilles. Donc actuellement, nous on a choisi de développer ces 8 hectares, de produire 50 000 bouteilles, une seule cuvée rosée, une seule cuvée rouge. Et on commercialise ça, donc 25%, on va dire 40% de la commercialisation se fait en restauration actuellement. Et les 60% qui restent se font directement au magasin, dans le centre de la Motte. Et donc on fonctionne avec un gros relationnel, un gros bouche à oreille, et voilà, et un côté humain. C'est ce qu'on retrouve souvent dans le côté bio. Très bien, merci. Alors, Monsieur Cusset, est-ce que vous avez rencontré beaucoup de difficultés pour la labellisation de votre production en bio? Non, pas du tout, parce que on a commencé directement avec, c'est pas une reconversion, on a attaqué directement en bio, quoi. Donc on fait partie un peu de la 2e génération, quoi. Il y a eu les pionniers de la bio qui ont lancé un peu ce nouveau, je dirais cette nouvelle conception, on va dire dans les années 60, et puis nous on est arrivé derrière, quoi. Donc on a commencé avec la mention nature et progrès. Et après, on a eu le contrôle éco-cert. Donc on fait partie,
on a suivi au tout début directement le processus de culture biologique, donc on n'a rencontré aucune difficulté. C'est-à-dire que donc je ne connais absolument pas du tout les techniques conventionnelles, donc j'ai aucune idée de comparaison des deux agricultures, quoi. Ben, nous, ça se passe pas trop mal, quoi. Je veux dire, pour donner une idée, une année, on a dépensé, on était encore en francs, on a dépensé 200 francs de produits phytosanitaires, quoi, sur 3 hectares de culture, quoi. On s'est dit, c'est peut-être pas normal, je sais pas. Voilà, quoi. Donc, bon, c'est vrai que il y a des cultures qui sont plus difficiles à réaliser que d'autres. Ça demande un peu plus d'attention. C'est vrai que par exemple, si vous loupez un désherbage thermique sur un semis de carottes, derrière, il faut passer des heures, des fois c'est foutu. Bon, c'est vrai que si on voulait faire une culture à plus grande échelle, il ne faut pas se rater, quoi. Mais sinon, avec la clé, moi je dirais la clé de voûte, et M. Ramel a dit, c'est que c'est le travail du sol. On travaille sur un outil vivant, et c'est ça qu'on essaye de préserver avant tout. Et c'est une idée que je développe, là, si j'ai une minute, parce qu'on parle d'agriculture durable. Et un des éléments de cette notion d'agriculture durable, c'est justement la vie du sol. C'est-à-dire qu'on garde un outil vivant, on garde un outil qui fonctionne. C'est-à-dire qu'on ne le détruit pas. Parce qu'il faut savoir quand même qu'en matraquant avec tous les pesticides, que ce soit des désherbants, etc., on perturbe la vie du sol. Donc c'est pour ça que plus on perturbe la vie du sol, plus la plante va demander à être soutenue, etc. Et nous, on s'aperçoit que moi, actuellement, je ne mets plus que de la matière organique dans mes sols, quoi. Je ne mets même pas d'engrais, parce que même en bio, on a des engrais titrés en azote, etc. En ce moment, je travaille qu'avec des engrais organiques, et pour l'instant, ça fonctionne. Donc voilà, donc on pérennise déjà au niveau de notre exploitation, elle se pérennise au niveau déjà de l'outil de travail. Voilà, c'est une notion que j'apporte un peu aux lycéens s'ils veulent comprendre ce que c'est que cette notion de durable, quoi. Déjà, un élément concret de ça, c'est la préservation déjà de l'outil de travail qui est le sol. Après, il y en a d'autres. Mais c'est très intéressant parce que le sol, finalement, c'est une pellicule à la surface de la Terre qui fait peut-être 3 mètres d'épaisseur dans les endroits les plus épais, parfois 1 mètre. Je voulais juste dire que en ne pérennisant pas cet écosystème, eh bien, c'est notre survie qui en dépend de toute façon. Donc, après, on parlait un petit peu des abeilles. Si on empêche la pollinisation des plantes par les abeilles, la pollinisation naturelle, même dans le maraîchage, on peut tomber dans quelque chose de catastrophique en termes de nutrition de la population mondiale. Donc, bon, c'est fondamental ce que vous développez. Moi, je voudrais rajouter là-dessus, c'est que j'ai fait une intervention dans les écoles, et puis un peu pour frapper les imaginations, bon, c'est des classes de CM1, CM2. Je leur dis, vous voyez, nous sommes faits de notre nourriture, nous grandissons, nous existons grâce à 20 cm de sol. Ouais. C'est-à-dire que sur toute la planète, il faut savoir que, et encore que la partie vivante vraiment du sol, c'est les premiers 10 cm. On va dire les 10, 20, 30 premiers centimètres du sol nourrit toute la planète. Donc ça, c'est des trucs qu'il faut peut-être se loger un petit peu dans un coin de cervelle pour comprendre après les débats qui vont suivre sur d'autres choses, quoi. Tout à fait. Bon, les 3 mètres dont je parlais, c'est dans les sols forestiers les plus épais, bien sûr, hein. Mais la moyenne se situe bien plus aux alentours de ce que vous avez dit. Très bien, merci. Alors, je voulais quand même savoir si, en termes de coûts, vous aviez dû investir beaucoup et attendre une rentabilité sur des années, ou si finalement c'est venu rapidement. C'est une question... faut en débattre en des heures, quoi. C'est difficile. Non, mais c'est vrai, c'est très difficile. Peut-être 2-3 éléments significatifs. Déjà, vous avez dit... Tu aurais des éléments de réponse Oui, peut-être. Vous avez dit 200 francs, vous avez dit 30 € environ de produits phytosanitaires pour une exploitation. 30 €, c'est ridicule, bien sûr. Donc peut-être que ce que vous avez investi, vous l'avez récupéré dans ces moindres dépenses-là. Bon, Monsieur Ramela. Excusez-moi, mais comme on a dit, on n'est pas là pour tirer le maximum du sol et le jeter derrière. Nous, on est là, on vit dessus, on mange dessus. Donc, souvent, on ne compte pas vraiment ce qu'on y met dans ce sol-là. Donc, c'est une conviction d'être en bio, de cultiver en bio, de vouloir manger sain. Et donc, on fait des efforts et qu'on ne va pas toujours chiffrer. Bon, c'est sûr que c'est plus cher au niveau main-d'œuvre. On y passe plus de temps. Bon, il y a une satisfaction qui est différente.
D'autre part, on emploie du monde, donc on renvoie de l'argent sur une personne autour de nous qui va sûrement consommer de notre produit, et donc racheter du produit et donc faire marcher l'entreprise. Donc à ce niveau-là, on a besoin de ça. Je veux dire, à quoi ça sert de dépenser de l'argent dans une firme de produits chimiques où l'argent va partir dans une centrale où vous ne savez même pas où elle est située, et cet argent ne vous reviendra jamais. Donc est-ce qu'il ne faut pas fonctionner plutôt avec le rapport humain et créer de l'emploi? Et à ce niveau-là, pourquoi on ne serait pas subventionné, nous, sur de l'emploi, plutôt que des industriels qui emploient des produits? Bon, pour vous rappeler, en viticulture, par exemple, on utilise des produits chimiques. Donc, comme je vous ai dit, c'est des produits chimiques qu'on emploie sur la vigne. Ils pénètrent dans la vigne, ils vont circuler pendant 15 jours, ils protègent la vigne de tout problème de maladie. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, ça ne se retrouve pas dans le raisin. Bon, par contre, on vous dit quand même, si vous pouviez arrêter de traiter un mois avant les vendanges, ça serait bien. Donc, moi, je vous demande de qui on se fout, quoi. Ben, la sève contient le produit, et la sève nourrit le raisin. Mais on vous dit que le produit ne va pas dans le raisin. Donc, il y a un problème pour moi. D'accord. Alors, sur le domaine des subventions, je vous poserai une question après, mais nous avons une question de nos cyberspectateurs. Peut-on nourrir la France, voire le monde, avec l'agriculture bio? Alors, peut-être Monsieur Benhamou dans la distribution, Monsieur Cusset, bon après sur le plan local, Monsieur Benhamou dans la distribution. Moi, ça me paraît un peu complexe. Je pense qu'aujourd'hui, en l'état actuel de la production agricole mondiale, la production en bio n'est pas suffisamment conséquente pour pouvoir nourrir l'intégralité des habitants de la planète. Par contre, et l'exemple de M. Cusset et M. Hamela donc, est tout à fait édifiant, nous pouvons individuellement, et c'est notre cas, avoir des actions qui visent à préserver. La notion de durable, cette notion qu'on nous sert à toutes les sauces, là, cette notion de durable, elle fait appel à une initiative qui, se démultipliant, vise à préserver le patrimoine qui nous a été transmis pour les générations futures. Le travail qui est accompli là, il peut être accompli effectivement en bio, il peut être tout aussi bien accompli dans ce qu'on appelle l'agriculture raisonnée, pour veiller à préserver l'intégrité du sol. Oui, alors dans ces cas-là, est-ce que l'agriculture raisonnée peut supplanter le déficit que le bio n'arrive pas à combler en termes de nutrition de la population? C'est ma conviction aujourd'hui. Il faut effectivement que, pour arriver à combler le déficit du bio, l'ensemble de la production agricole, l'ensemble de la production agroalimentaire, pas seulement agricole, il faut raisonner en termes d'agroalimentaire, l'ensemble de la production agroalimentaire veille à tracer parfaitement l'origine du produit de manière à ce qu'effectivement tout ce qui est nuisible à la terre, au produit et in fine à l'homme soit complètement éliminé. Alors Monsieur Hamela, vous avez peut-être un avis sur cette question. Puisque c'est un débat, on va allez-y, alors là, avec grand plaisir. Moi, je m'oppose un peu sur le côté donc agriculture raisonnée. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, peut-on nourrir la planète? On va revenir vite fait sur la question. Donc, peut-on nourrir la planète? Actuellement, on sait que le bio, en termes de production, au niveau mondial, tout produit confondu, c'est à peine 10% de productivité en moins. Donc, étant donné le gaspillage, étant donné le nombre de terres non cultivées, étant donné le manque d'agriculteurs, je pense qu'on peut très bien le faire. Je ne vous dis pas qu'on peut le faire actuellement, comme a été évoqué tout à l'heure. Il y a de l'effort à faire, tout le système est à revoir et il faut tout reconstruire à ce niveau-là. Par contre, en termes d'agriculture raisonnée, quelque chose me dérange dans cette agriculture raisonnée, c'est qu'actuellement, on parle de l'agriculture bio et de l'agriculture raisonnée. Par contre, où est passée l'agriculture chimique? Ça n'existe plus. Tout le monde est ou en raisonné ou en bio. Le problème actuellement de l'agriculture raisonnée, moi, ce que j'y reproche, c'est de ne pas avoir de cahier des charges. C'est qu'actuellement, un agriculteur peut utiliser pratiquement la même quantité sur la vigne, enfin du moins je vais parler sur le secteur qui me concerne, sur la vigne, l'agriculteur peut utiliser la même quantité de produits, il suffit de dire « j'ai utilisé ça, mais il y en a eu besoin ». À partir du moment où il évoque le terme « il y en a eu besoin », il a le droit de se dire raisonné. Je vous donne un exemple, pourquoi on ne mettrait pas un cahier des charges tout simple sur l'agriculture raisonnée sur la vigne. La personne qui travaille son sol entre les vignes et qui désherbe, donc qui met du désherbant que sur le pied,
Donc c'est-à-dire il réduit la dose de désherbant par 5 et le travail n'est pas beaucoup plus compliqué. Là déjà il y a une réflexion et donc là on peut appeler ça du raisonné. Mais actuellement dans le raisonné on trouve des gens qui sont en raisonné et on trouve des gens qui n'ont rien changé et qui se disent raisonnés. Donc est-ce que vous voudriez une labellisation en fait de l'agriculture raisonnée ou est-ce que vous êtes plutôt contre quand même? Non, du contrôle. Vous voulez que du bio? Du contrôle tout simplement. Non, je ne suis pas sur l'extrême. Du contrôle, ça nécessite des labels, ça nécessite des quantités. Bien sûr. Donc, un cahier des charges dont vous parlez. Donc, oui. est-ce que vous êtes pour le cahier des charges agriculture raisonnée? Un cahier des charges, je n'ai pas évoqué le sens. Si le cahier des charges doit être sur 500 points ou doit être sur 2 points tout simplement. Oui, mais qu'il y ait déjà un effort de réflexion sur un contrôle de certains points. Oui, M. Benamou, vous voulez intervenir? Oui, simplement pour préciser, aujourd'hui, de plus en plus d'agriculteurs sont engagés dans des contrats de culture. Et cela, effectivement, aujourd'hui, ça nécessite des points de contrôle très rigoureux qui sont réalisés par des laboratoires assermentés et qui veillent à suivre totalement le produit depuis sa naissance jusqu'à sa livraison dans les différents points, peu importe que ce soit des centrales ou autres. En tout état de cause, à chaque étape de la vie du produit, qu'il s'agisse de laboratoire, et de plus en plus, en tous les cas c'est le cas chez nous, de plus en plus à l'intérieur des centrales, il y a des structures qualité qui contrôlent l'évolution du produit. Et moi je crois au contraire, pour rebondir à ce que disait M. Amela, moi je crois au contraire que les agriculteurs ont accompli des efforts phénoménaux depuis une dizaine d'années, qui ont effectivement débouché sur un niveau de prix beaucoup plus élevé des produits agricoles tels qu'on peut les trouver sur les étals aujourd'hui, mais ça c'est la conséquence de la maîtrise de contrats de culture qui n'existaient pas par le passé. Aujourd'hui on sait exactement comment est fabriqué le produit, et ça c'est important. D'accord, merci. Alors je crois que nous avons une question d'Internet. C'est une question qui est postée depuis Paris. Pensez-vous que cette émission sert à quelque chose pour la Terre ? Alors, Monsieur QC qui travaille la terre de ses mains depuis quelques années maintenant. Merci. Excusez-moi, mais je ne répondrai pas à cette question. D'accord. Parce que je pense que oui, tout débat, tout était favorable à l'évolution, à la compréhension, toute communication est valable. Moi, j'aimerais revenir juste une seconde sur la première question, sur est-ce que l'agriculture biologique nourrirait la planète? Parce que c'est une question qui revient d'une manière récurrente. Et j'ai l'impression qu'on y répond mal à chaque fois. Je n'ai pas la prétention de bien y répondre, mais je voudrais d'abord, il y a une information, c'est que la FAO, qui est un groupe de recherche, enfin qui est une institution assez sérieuse, a fourni un rapport l'année dernière, il y a 2 ans, disant que l'agriculture biologique pourrait nourrir jusqu'à 12 milliards d'habitants. Donc on n'en est pas encore là, quoi. Donc déjà ça répond. Et puis ça sous-entend beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on nous dit comment l'agriculture va nourrir les gens. Aujourd'hui, elle ne nourrit pas les gens, puisqu'il y a des millions de gens qui meurent de famine chaque année. Donc déjà, on dit, souvent on a cette question qui nous est posée, mais est-ce que l'agriculture va nourrir la population? Mais elle ne nourrit pas déjà. Il y a des famines en Afrique, il y a des famines en Inde, il y a des famines, etc. Donc déjà, le problème, il n'est pas dans le futur, il est présent. Oui, d'accord. Déjà, la question est pour l'instant un peu biaisée et il faut... Voilà. Très bien. Donc déjà, il faudrait comprendre pourquoi. Alors bon, moi j'ai quelques éléments de réponse. C'est les terres qui sont prises pour faire des autoroutes, des routes, des bâtiments, des machins. L'huile de palme, par exemple. Voilà, des cultures qui servent à faire de l'essence. Bon, la spéculation sur le dumping sur les prix, etc. Enfin bon, il y a mille et une causes. Donc déjà, si on revenait déjà sur les causes, pourquoi il y a des gens qui meurent de faim, déjà on comprendrait qu'on pourrait nourrir déjà plus de gens. Très bien, merci. Je finis. Allez-y. C'est quand on dit ça, c'est quelle nourriture aussi? Comment on va se nourrir dans l'avenir? Parce que souvent, si on a un régime complètement végétarien ou c'est un régime complètement carné, la quantité... C'est une vaste question. Voilà, la quantité de nourriture et de surface qu'il faut pour les cultiver varie du simple au double. Donc il faudrait déjà répondre à toutes ces questions-là. Oui, le bilan carbone des animaux, le régime carné. Merci beaucoup. Alors nous avons des questions dans la salle et une petite intervention concoctée par des élèves du lycée de l'atelier théâtre. À vous. Poubelle. Tri sélectif. Eau. Tari. Pesticides. 2 corneilles. C'est faux. Photovoltaïque.
Agenda. 21. Blackjack. Jackpot. Las Vegas. Nappe souterraine. Couteau. Le couteau tue. Oui. Fourchette. Manger. Commerce équitable. Théâtre. Bravo, merci bien. Merci. Monsieur Benamou, vous voulez apporter une autre réponse? Simplement pour répondre sous forme Merci de clin d'œil. Merci à l'Assemblée de retrouver l'attention, s'il vous plaît. À la question, est-ce que cette émission va servir à la Terre? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que plus il y aura d'initiatives locales ou plus vastes qui seront menées dans ce sens-là, plus on communiquera de façon positive sur le développement durable et plus la prise de conscience de la population, des citoyens, des consommateurs sera grande et il y aura des réactions qui seront positives. Nous avons créé aux Arcs le premier, en le construisant, le premier centre commercial certifié HQE. Nous l'avons fait par conviction, d'abord. Pas pour le marketing. Pas pour le marketing au départ, par conviction d'abord. On ne fait pas les choses pour le marketing. Quand on réalise, on le réalise d'abord parce qu'on ça répond à nos convictions. Et ensuite, on a pu en mesurer le retour sur le comportement des clients, sur l'identification qu'il y avait entre ce centre commercial, c'est un de plus, hein, et puis le fait qu'effectivement, il y a du photovoltaïque, effectivement, que l'ensemble de l'eau chaude est produit par énergie solaire, qu'effectivement, nous récupérons l'intégralité de nos eaux de toiture et que nous arrosons totalement nos 25 000 m² d'espace vert, exclusivement avec des eaux de récupération d'eau de pluie. Tout cela, ça parle aux clients. Parce qu'avant d'être clients, ils sont d'abord consomment acteurs. Et si nous arrivons à multiplier des initiatives telles que celle-là, que ce soit la mienne ou que ce soit celle de mes voisins, il y a de plus en plus, la Terre se verra préservée. Moi, je crois au contraire qu'il nous faut travailler en fonction de nos convictions, en fonction de l'esprit d'initiative et d'entreprise qui est le nôtre, hein, sans attendre des copains, ni des organisations, collectivités locales ou territoriales, pour faire en sorte qu'effectivement émerge ce vrai engagement solidaire et citoyen. En tout cas, en termes de développement durable, finalement, je crois qu'on ne peut pas se tromper. Hein, quand on s'engage dans le développement durable avec ces trois piliers économique, social et environnemental, donc refaire un tissu social et économique local, finalement, en préservant l'environnement, ça ne peut pas comporter de risques. Alors, une question de chat, s'il vous plaît. Sur les terrains. Les terrains destinés à la culture bio sont très proches de ceux destinés à la culture traditionnelle. Peut-on dire qu'un terrain est totalement bio? Très intéressant. Monsieur Ramela, QC, comme vous voulez. Allez-y. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Donc en fait, c'est comme les terrains qui font de l'agriculture biologique peuvent être à proximité de terrains agricoles qui n'en font pas. Est-ce que le terrain donc destiné à l'agriculture biologique ne subit pas des contaminations? Ben oui, c'est plutôt gênant quand on a un voisin qui fait de la chimie, ça c'est sûr, quoi. Si c'est un viticulteur, par exemple, qui balance... Enfin, moi, je sais que j'ai eu l'occasion... Enfin, on a un gros domaine viticole près de chez nous, et de temps en temps, et maintenant il ne le fait plus, mais quand il y a les hélicoptères qui tournent pour traiter les vignes, quoi. Nous, ça ne nous a pas atteints, mais il y a des gens qui ont un peu gueulé, quoi, dans le secteur, quoi, des voisins, parce que moi, j'ai eu le témoignage de gens qui se prenaient le petit déjeuner comme ça tranquille sur leur terrasse et puis qui ont reçu les produits, quoi. Ils n'ont pas été ni avertis ni rien du tout. Donc les gens ont commencé un petit peu à s'inquiéter. Bon, ils ont été voir le patron, enfin, de l'exploitation, etc. Bon, il le fait moins, mais c'est vrai que ça peut être gênant, quoi. Donc il y a quand même une gêne occasionnée par le voisinage entre cette agriculture classique, chimique finalement, et l'agriculture bio. Généralement, des comme ça, quoi. Il faut qu'on trouve le temps d'une question de la salle, du public, s'il vous plaît. Alors, oui, il y a une question. Allez-y. Depuis 30 ans, les populations ont l'habitude de dominer la nature et de trouver de tout n'importe quand. Est-ce que les mentalités sont prêtes pour protéger la nature et se nourrir de produits et de légumes de saison dans le cadre de l'agriculture bio? Merci. Alors, est-ce que vous avez senti ces mentalités qui ont évolué
Moi, j'y répondrai de mon expérience d'AMAP, donc avec nos AMAPiens. Là, ils jouent bien le jeu de la saisonnalité, c'est-à-dire qu'ils ne demandent pas de tomates au mois de janvier, les fraises arrivent quand elles sont là, etc. etc. Comme par exemple, nous, on fournit des légumes toute l'année. Donc il y a certains agriculteurs en AMAP qui s'arrêtent parce qu'ils n'ont pas de serre, ou moins de serre, etc. C'est la montagne. Ils acceptent aussi qu'il y ait pendant 2 mois, il n'y ait pas de légumes. Voilà, quoi. Je pense que oui, ça commence à... Donc ça évolue. Ça commence à évoluer. Je ne sais pas, toi, si tu as un élément de réponse. Monsieur Ramela. Les choses ont intérêt à évoluer, puisque... Sachant que si on consomme des légumes de saison, déjà, même les agriculteurs en chimique ont moins besoin d'utiliser de produits chimiques pour produire des légumes de saison, quoi. En respectant les saisons, on a moins besoin de pousser à la production, de chauffer, donc le réchauffement, on en parle actuellement. Donc on n'a pas besoin de pousser des serres à l'extrême pour faire de la fraise en décembre. Et pourquoi pas à l'avenir, peut-être... je suis un peu dans l'extrême là, mais taxer les produits qui ne sont pas de saison, ce qui évite déjà des produits qui viennent de je ne sais où, et ce qui remettrait des prix à peu près corrects sur tous les légumes qu'on veut mettre en avant, qui sont plus sains et qui sont de saison, quoi. Et pour faire une brève parenthèse, sur les vignes, on nous demande en agriculture bio d'être d'à peu près d'un seul tenant et de ne pas être dispersé pour ne pas être justement contaminé par les autres parcelles de vignes. Merci. Une cyber-question, s'il vous plaît. Eh bien, c'est encore une question sur les prix qui nous vient de Draguignan. Donc, est-ce que l'ensemble des intermédiaires ne profitent pas de la mode du bio pour gonfler les prix? Très bonne question. Alors, dans la grande distribution, peut-être, Monsieur Benamou. C'est une bonne question. Je voulais simplement rebondir sur la question qui a été posée juste, je vous promets que je réponds à celle-ci, par la demoiselle. Il faut accélérer. Très donc, vite. cette En question a été 3 mots. tellement importante, En j'aurais 3 bien mots aimé avoir sur le comportement, la puisque nous réponse sommes, nous, avant. la vitrine du comportement S'il du vous plaît. consommateur. Il y a eu une rupture. Sur les marges, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. C'est important. Promis. Il y a eu une rupture du comportement du consommateur qui s'est fait de façon concomitante et sans qu'il y ait de lien avec la crise, fin 2008. Aujourd'hui, le consommateur gère complètement son mode de consommation. Ça, c'est une vraie révolution parce qu'on est passé de la génération de l'avoir à la génération de l'être enfin. J'achète parce que je suis. Premièrement. Alors, est-ce concernant que maintenant vous les marges. proposez... Voilà, merci. Concernant les marges. Écoutez, je le dis avec une grande solennité, je pense très sincèrement que les acteurs de la chaîne agricole, de l'agriculteur qui produit au distributeur jusqu'au distributeur final, qui est celui juste avant le consommateur, font leur métier. Et les marges qui sont prises, contrairement à ce qu'on peut entendre, voir ici ou là, ce sont des mensonges. Les marges sont le reflet de la nécessité économique du développement des entreprises, qu'elles soient agricoles, intermédiaires ou de distribution. Il n'y a pas d'exagération, loin s'en faut. Nous travaillons, nous, au sein de structures, je vais remettre une casquette Système U national, pardonnez-moi, en partenariat avec la FNSEA, régulièrement, on aligne l'ensemble des éléments économiques pour faire en sorte que les justes prix soient payés, que la production soit rémunérée au niveau auquel elle doit l'être par rapport à ses demandes, de manière à ce qu'il y ait un équilibre parfait. Et nous y veillons, ça fait partie là aussi de nos convictions. D'accord, merci. Vous avez répondu. Une question dans la salle. Vas-y. Sachant que Nicolas Hulot a claqué la porte concernant la taxe carbone, le développement durable n'est-il pas remis en cause par le gouvernement? Alors, très brièvement, s'il vous plaît, on va en profiter pour faire une conclusion. Oui, très brièvement, bravo à Hulot, parce que le Grenelle de l'environnement, pour l'instant, moi, c'est une conviction personnelle, c'est un flop terrible. Bon, il y a des idées qui se développent, il y a des choses à faire, etc. Mais pour l'instant, dans le concret, il n'y a pas grand-chose. Et vu la position de certains politiques, il a claqué la porte. Moi, je dis qu'au moins, je trouve qu'il a eu raison. C'est du courage. D'accord, donc chapeau bas, Monsieur Hulot, vous dites, c'est ça. Alors, s'il vous plaît, j'en profite pour vous donner la parole pour un mot de conclusion. Le temps qui nous est imparti va s'écouler. Oui. Merci. Moi, je voulais conclure juste par une chose, c'est qu'il ne tient qu'à vous, en fait, en voyant à côté de chez vous un produit de qualité, peut-être cultivé en bio ou cultivé d'une façon très propre, de choisir ce produit s'il n'est pas à un prix déraisonnable, de choisir d'acheter celui-là plutôt qu'un autre. Parce que c'est vous qui allez choisir ce que vous allez développer, vous allez financer cette personne-là plutôt qu'une autre, et c'est vous qui choisirez ce que vous allez financer pour le futur. Et il vous suffit juste de choisir votre produit.
Et avec ça, en fait, c'est votre vote politique. Votre euro dépensé sera votre vote politique pour l'avenir. Voilà, je vous remercie. Le pouvoir de l'achat, en quelque sorte. Monsieur Cusset. En guise de conclusion, je vous remercie d'être là, d'avoir participé à ce débat. Et puis je pense que c'est bien que des lycéens se posent des questions. Je trouve que votre démarche est très utile, de se poser les bonnes questions. Voilà, je me remercie de pu prendre la parole, de témoigner. Enfin, voilà. Merci encore. Merci d'être venu. Monsieur Benamou. Oui, moi je veux m'associer à ce qui vient d'être dit par M. Ramela et M. Cusset. D'abord pour insister sur la notion de responsabilité. Le développement durable, c'est une affaire individuelle et collective. Et donc, ici, nous avons un parterre de lycéens qui doit prendre à son niveau ses responsabilités. Nous lançons à partir de mercredi prochain une nouvelle action responsable au sein du centre commercial, puisque, indépendamment des difficultés de la production, il y a aussi les difficultés liées à l'évacuation, à l'élimination des déchets. Et nous allons mettre en place, à la sortie du centre commercial, des poubelles pour le tri sélectif. C'est-à-dire que chaque consommateur, s'il le souhaite, en responsabilité, pourra défaire ses emballages de yaourt ou autres produits et les jeter dans des poubelles destinées à cet effet-là, pour lesquelles nous avons garanti, à travers une charte, l'élimination valorisée. C'est le cas aujourd'hui en interne pour nos déchets, puisque nous avons une charte d'élimination de déchets. C'est le cas aussi pour l'ensemble des déchets, qu'ils soient électroniques, piles, ampoules, néons, etc. Demain, chez nous, ce sera aussi le cas pour les déchets issus des produits alimentaires ou non alimentaires que vous achetez, pour lesquels, bien souvent, il faut reconnaître, ce qu'on appelle le packaging est trop important. Donc, dès mercredi matin, il y aura cette opération qui sera réalisée et qui sera durable. Merci pour votre invitation. Merci d'y avoir répondu, merci à vous, merci à tous, merci aux cyberspectateurs d'avoir participé. Et donc, cette table ronde est terminée. Merci bien.